Quand des figures emblématiques s'éteignent après un simple repas, l'énigme devient troublante. 15 personnalités célèbres ont vu leur destin basculer à cause d'une intoxication alimentaire inattendue. Leur fin mystérieuse révèle des détails que vous n'auriez jamais imaginés. Restez jusqu'au bout, une révélation vous attend. Numéro 1. Molière. Le 21 février 1674, après un repas pris trop rapidement avant une représentation, il est frappé par les premiers signes d'une intoxication alimentaire fulgurante. La soirée avance, les douleurs s'intensifient, et le dramaturge continue malgré tout à monter sur scène pour jouer son rôle. La faiblesse gagne son corps au fil des heures, et ce malaise soudain devient l'événement tragique qui marque la fin de sa vie artistique et personnelle. Molière demeure, elle, une des figures les plus admirées du patrimoine culturel français. Son génie satirique, son art du rythme et sa capacité à mettre en scène la société de son époque ont façonné le théâtre moderne. Le Tartuffe, le Misanthrope, l'Avare et tant d'autres pièces ont révélé une plume capable d'allier humour et lucidité. Il a imposé un style, une manière de dire le monde, et son influence sur les artistes, les troupes de théâtre et l'enseignement littéraire reste immense. Son nom est devenu un symbole de l'esprit français, de la critique sociale et de l'élégance dramatique. Sa vie est marquée par les difficultés autant que par les succès. Il connaît la précarité lors de ses débuts avec l'illustre théâtre, enchaîne les dettes et voyage à travers le royaume pour survivre. Les critiques des milieux religieux, les interdictions de certaines pièces et les tensions politiques ont forgé chez lui une endurance exceptionnelle. Sa ténacité lui permet de bâtir une troupe solide et de s'imposer à la cour de Louis XIV. Les obstacles qu'il surmonte façonnent un artiste déterminé, conscient des fragilités humaines qu'il dépeint avec tant d'intensité. Dans les derniers mois de sa vie, sa santé décline lentement. Les tournées, les répétitions et le poids des responsabilités affaiblissent son organisme. Des proches témoignent de sa fatigue constante et de douleurs persistantes qu'il refuse d'admettre. Le repas mal conservé absorbé avant sa dernière représentation aggrave brutalement cet état fragile. La souffrance qui le gagne ce soir-là révèle un homme épuisé, mais fidèle à son art jusqu'à son dernier souffle. Après l'annonce de sa disparition, le monde du théâtre, les auteurs, les érudits et le public expriment une profonde émotion. Les hommages se multiplient, saluant son audace, son intelligence et son incomparable contribution au patrimoine français. Son héritage demeure vivant dans chaque scène, chaque salle de spectacle et chaque génération qui découvre ses œuvres. Numéro 2. Henri III. Le 2 août 1589, après un repas servi dans sa résidence de Saint-Cloud, il ressent de violentes douleurs abdominales qui surprennent son entourage. L'affaiblissement est si rapide que les médecins de la cour parlent d'un empoisonnement alimentaire, un mal soudain qui le prive de ses forces, alors que le royaume traverse déjà une période de tension extrême. La nuit tombe, son état empire, et le souverain comprend que cet incident marque un tournant irrémédiable dans ses dernières heures. Henri III occupe une place singulière dans l'histoire de France. Roi cultivé, passionné par les arts, défenseur d'une étiquette rigoureuse, il laisse l'image d'un monarque en quête d'équilibre entre autorité et modernité. Sa fascination pour les lettres, les ballets et les débats intellectuels nourrit la vie culturelle du royaume. Son rôle dans les guerres de religion, paradoxal et souvent incompris, révèle une volonté de préserver l'unité d'un pays déchiré. Sa personnalité complexe, marquée par la sensibilité, l'élégance et la stratégie politique, inspire encore aujourd'hui historiens et conteurs. Sa vie est jalonnée d'épreuves qui forgent son caractère. Enfance marquée par une éducation stricte, jeunesse baignée dans les conflits religieux, accession au trône de Pologne avant de devenir roi de France. Les complots, les alliances fragiles, les soulèvements et les drames familiaux façonnent un souverain prudent, parfois tourmenté, mais déterminé à maintenir une stabilité menacée en permanence. Ses relations difficiles avec certains groupes puissants du royaume nourrissent une tension chronique, renforçant chez lui une méfiance et une vigilance constante. Ces derniers mois montrent un roi affaibli par la pression politique et le poids des décisions à prendre. Les réunions interminables, les négociations secrètes et les déplacements épuisent son énergie. Ses proches remarquent une fatigue persistante, une perte d'appétit et un visage marqué par l'inquiétude. Le repas mal conservé absorbé à Saint-Claude achève de briser un corps déjà fragilisé. La douleur soudaine, les vomissements et la fièvre témoignent d'une intoxication que les médecins de l'époque sont incapables de soigner. Le souverain accrocha ses dernières forces pour continuer à diriger
jusqu'à l'instant final. Sa disparition provoque une onde d'émotion dans tout le royaume. Les chroniqueurs, les diplomates et les religieux commentent sa fin brutale et la fragilité du pouvoir à cette époque. Certains saluent un roi cultivé et attaché à la paix. Des autres voient en lui un symbole d'une époque tourmentée. Son héritage demeure celui d'un souverain complexe et profondément humain. Et vous, comment percevez-vous le destin de ce roi marqué par tant d'épreuves? Numéro 3. Paul Cézanne. Le 15 octobre 1906, après avoir consommé un repas dont la fraîcheur avait été mise en doute par plusieurs proches, il ressent une violente gêne digestive qui le contraint à interrompre son travail en plein air. La douleur s'installe, la fièvre augmente, et l'artiste tente malgré tout de poursuivre sa toile. Le malaise s'aggrave sur le chemin du retour à Aix-en-Provence, et l'intoxication alimentaire affaiblit brutalement un corps déjà usé par des années d'efforts. Cet épisode marque le début de ses dernières heures, dans une solitude qui contraste avec la grandeur future de son œuvre. Paul Cézanne devient l'une des figures les plus influentes de l'art moderne. Son regard radical sur la nature, ses paysages de Provence, ses natures mortes structurées et sa manière unique de jouer avec les volumes marquent un tournant décisif dans l'histoire de la peinture. Les joueurs de cartes, la montagne Sainte-Victoire, les grandes baigneuses, autant de créations qui annoncent le cubisme et inspirent Picasso, Matisse et tant d'autres. Son approche analytique de la lumière, sa volonté de représenter le réel à travers des formes essentielles et son refus des compromis ont fait de lui un véritable pilier de la modernité artistique. Sa vie est marquée par les doutes, les refus et les épreuves. Enfance à Aix, amitié complexe avec Émile Zola, début difficile à Paris, critique sévère du salon, isolement volontaire face au monde artistique. La guerre franco-prussienne, la pression familiale et les attentes déçues alimentent chez lui un caractère réservé, parfois tourmenté, mais profondément obstiné. Sa détermination le pousse à travailler sans relâche, à répéter inlassablement les mêmes motifs pour atteindre une vérité picturale qui lui échappe toujours. Chaque échec forge sa volonté, chaque obstacle nourrit sa vision singulière. Dans les années qui précèdent son décès, sa santé décline peu à peu. Ses longues heures passées debout dans la lumière brûlante ou sous la pluie, ses efforts physiques pour transporter son matériel et la fatigue accumulée fragilisent son organisme. Ses proches remarquent son essoufflement, ses vertiges et sa faiblesse croissante. Le repas mal conservé ingéré ce jour-là provoque une réaction sévère qui s'ajoute à une pneumonie débutante. La solitude de son atelier, la pluie froide qui tombe sur lui lorsqu'il tente malgré tout de peindre, et l'absence d'aide immédiate accélèrent la dégradation de son état. Sa disparition bouleverse le monde de elle. Les critiques saluent un visionnaire, les artistes reconnaissent leur maître, les musées réévaluent toute son œuvre. Son héritage demeure immense, et son nom continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la profondeur silencieuse du réel. Numéro 4. Georges Bizet. Le 2 juin 1875, après avoir mangé un plat dont la qualité avait suscité des inquiétudes chez plusieurs proches, il ressent une douleur abdominale soudaine qui l'oblige à s'allonger. La fièvre monte, la respiration devient difficile, et l'intoxication alimentaire fragilise un organisme déjà éprouvé. Les médecins appelés en urgence ne parviennent pas à enrayer la dégradation rapide de son état. Cette journée marque l'instant où son destin bascule, quelques mois après la création d'une œuvre qui allait transformer l'histoire de la musique. Georges Bizet est aujourd'hui considéré comme un des compositeurs les plus importants du répertoire français. Sa maîtrise du lyrisme, son sens du drame et son instinct mélodique exceptionnel font de lui une référence incontournable. Carmen, rejeté à sa création avant de devenir, un des opéras les plus joués au monde, révèle toute la puissance de son génie. Il crée une tension émotionnelle rare, mêlant réalisme, passion et audace harmonique. Ses partitions, marquées par le souffle du romantisme et l'éclat du théâtre musical, influencent durablement les compositeurs européens. Son nom reste associé à une créativité flamboyante et à un renouveau profond de l'opéra français. Sa vie est marquée par les efforts constants, la discrétion et les défis. Enfant prodige admis jeune au conservatoire, il découvre très tôt l'exigence du milieu musical. La guerre franco-prussienne, les difficultés financières, les échecs successifs de certaines œuvres et les critiques sévères ébranlent sa confiance. Son tempérament réservé et sensible se heurte souvent aux attentes du public. Malgré les obstacles, il persévère, écrit sans relâche et développe une écriture de plus en plus personnelle. Son mariage, ses responsabilités familiales et ses doutes artistiques construisent une personnalité complexe,
tiraillé entre ambition et fragilité. Les mois précédant son décès révèlent un homme profondément épuisé. Le succès tardif de Carmen ne lui apporte pas la sérénité espérée. Le stress des répétitions, les disputes, les nuits blanches consacrées à retoucher sa partition et les attaques répétées de la presse minent sa santé. Des proches témoignent de migraines persistantes, de palpitations et d'une fatigue qui ne le quitte plus. Le repas consommé ce jour-là déclenche une réaction violente, amplifiant un affaiblissement déjà alarmant. Il tente de se reposer, mais la douleur, la fièvre et la confusion s'installent et ne le quittent plus. Sa disparition provoque une émotion immense dans les milieux artistiques. Les musiciens, les critiques et les institutions rendent hommage à un créateur visionnaire dont le génie a été pleinement reconnu qu'après sa mort. Son héritage demeure l'un des plus précieux de la musique française, et son nom continue de résonner dans toutes les grandes scènes du monde. Numéro 5. Marie Curie. Le 4 juillet 1934, après avoir consommé un repas lors d'un déplacement en Savoie, elle ressent une fatigue soudaine accompagnée de violents troubles digestifs. Son entourage rapporte qu'elle tente d'ignorer ses premiers signes, habituée depuis des années à travailler malgré l'épuisement. Les symptômes s'aggravent dans la soirée, la fièvre augmente et l'intoxication alimentaire affaiblit un organisme déjà marqué par des années de recherches intenses. Ce jour-là devient le point de bascule d'une existence entièrement consacrée à la science. Marie Curie est considérée comme une des plus grandes figures scientifiques de l'histoire. Première femme à recevoir un prix Nobel, seule personne à en obtenir 2 dans des disciplines différentes, elle révolutionne l'étude de la radioactivité. Ses découvertes du polonium et du radium transforment la médecine, la physique et la compréhension de la matière. Ses travaux sur les rayonnements, son engagement pendant la Grande Guerre avec les unités radiologiques mobiles et son rôle majeur dans l'avancement de la recherche moderne font d'elle pionnière admirée dans le monde entier. Son nom devient synonyme de détermination, de rigueur et de progrès scientifique. Son parcours personnel est traversé d'épreuves qui façonnent son caractère. Enfance marquée par les restrictions en Pologne, perte précoce de sa mère, études brillantes à Paris au prix de sacrifices immenses, mariage avec Pierre Curie, tragédie de la mort accidentelle de son mari, elle élève seule ses filles tout en poursuivant ses recherches. Elle affronte aussi les critiques, les rumeurs et les attaques dont elle est la cible en raison de son statut de femme scientifique. Chaque difficulté renforce sa ténacité, forge une personnalité sobre, profondément engagée et entièrement consacrée à ses idéaux. Dans les dernières années de sa vie, sa santé décline progressivement. Les longues heures passées dans les laboratoires, les voyages épuisants, les conférences et la pression constante de ses responsabilités affaiblissent son corps. Ses proches remarquent une fatigue persistante, une pâleur inquiétante et une perte d'énergie qu'elle met sur le compte du travail. Le repas ingéré en Savoie déclenche une réaction sévère. La douleur, les vomissements et la fièvre accentuent un état déjà fragile. Elle tente encore de poursuivre ses activités, mais son organisme ne parvient plus à récupérer. Sa disparition provoque une émotion immense dans le monde scientifique. Les universités, les chercheurs et les institutions internationales saluent une femme exceptionnelle, dont le parcours inspire encore des générations entières. Son héritage dépasse ses découvertes. Il incarne le courage, la persévérance et la foi inébranlable dans la recherche et la connaissance. Numéro 6. Claude Autant-Lara. Le 25 février 1988, après avoir mangé un repas dont la fraîcheur fut mise en cause par plusieurs témoins, il ressent de fortes douleurs intestinales qui apparaissent brutalement. La soirée avance, la fièvre s'installe, et l'intoxication alimentaire fragilise un corps déjà affaibli par l'âge et par des années de travail intensif. Les médecins consultés sont inquiets de la rapidité de la dégradation. Cet instant marque le début de la dernière épreuve d'un homme qui avait consacré sa vie entière au cinéma. Claude Autant-Lara devient une des figures majeures du cinéma français du XXe siècle. Son style soigné, son regard acéré sur la société et sa maîtrise du récit visuel marquent profondément le public. La traversée de Paris, En case de malheur, ou encore Le diable au corps sont autant d'œuvres qui témoignent de son sens du rythme, de son exigence artistique et de sa capacité à diriger des acteurs emblématiques. Il impose une signature forte, mêlant réalisme cru, intensité dramatique et élégance de mise en scène. Son nom reste associé à un cinéma audacieux, ancré dans son époque et marqué par le souci du détail. Sa vie est riche en défis, en choix artistiques et en prise de position. Né dans une famille d'artistes, il découvre très tôt la puissance des images.
Ses débuts sont marqués par des difficultés techniques et financières qui renforcent son caractère déterminé. La Seconde Guerre mondiale, les contraintes de la production, les tensions professionnelles et les critiques parfois sévères nourrissent chez lui une combativité tenace. Chaque projet devient un combat. Chaque film représente un acte de foi envers son art. Son parcours, fait de triomphes et de controverses, forge une personnalité passionnée et profondément attachée à la liberté de création. Les dernières années montrent un homme fatigué, conscient de l'usure du temps. Sa santé décline, sa mémoire est altère par moments, et ses proches remarquent une fragilité croissante. Les déplacements deviennent plus difficiles, les journées plus courtes, les forces plus limitées. Le repas mal conservé consommé en février accentue brusquement cette faiblesse. La douleur intense, les vomissements et la confusion qui suivent témoignent d'une réaction sévère que son organisme peine à supporter. Son entourage tente de le soutenir, mais le temps semble avoir fermé une à une les portes de la résistance. La nouvelle de sa disparition émeut le monde du cinéma. Les réalisateurs, les acteurs et les historiens saluent un artisan majeur du 7e art, un créateur exigeant dont la contribution demeure essentielle. Son héritage traverse les générations et continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la force du récit filmique. Et vous, quel souvenir gardez-vous de son cinéma si singulier ? Numéro 7, Sacha Guitry. Le 24 juillet 1957, après avoir consommé un repas pris en famille, il ressent une gêne digestive soudaine suivie de vertiges inquiétants. Il tente de se reposer, persuadé que le malaise disparaîtra rapidement, mais la douleur s'intensifie. La fièvre monte, les nausées s'aggravent, et l'intoxication alimentaire affaiblit un organisme déjà usé par les années de tournée, d'écriture et de représentation. Ce jour-là marque le début de son ultime déclin, dans une atmosphère lourde de silence et de confusion. Sacha Guitry demeure l'un des artistes les plus polyvalents et les plus admirés du paysage culturel français. Auteur dramatique, acteur, metteur en scène, réalisateur, collectionneur, il occupe une place unique dans l'imaginaire populaire. Ses pièces, telles que Désiré, Faisons un rêve ou N'écoutez pas mesdames, rencontrent un immense succès grâce à leur humour élégant, leur dialogue ciselé et leur sens du rythme. Au cinéma, il impose un style immédiatement reconnaissable, mêlant vivacité, intelligence et charme. Il devient un symbole de l'esprit parisien, un maître du verbe et un conteur hors pair dont la créativité semble inépuisable. Sa vie privée, marquée par plusieurs unions et par des amitiés particulièrement fortes, nourrit sa sensibilité artistique. Enfant de la scène, fils du comédien Lucien Guitry, il grandit dans un monde de théâtre, de lumière et d'exigence. Les épreuves de la Première Guerre mondiale, les complications de sa vie sentimentale, les critiques virulentes et parfois injustes auxquelles il fait face, forgent un caractère à la fois fier, fragile et profondément attaché à la liberté de création. Sa capacité à transformer les tourments en art devient, une des forces majeures de son parcours. Les dernières années montrent un homme affaibli par les problèmes de santé et par une fatigue persistante. Les déplacements deviennent plus rares, les journées plus courtes, et son entourage remarque une diminution progressive de son énergie. L'incident alimentaire survenu en juillet accélère brusquement ce processus. La douleur abdominale, les vomissements et la fièvre témoignent d'un déséquilibre sévère auquel son organisme ne peut plus répondre. Il tente néanmoins de demeurer lucide et digne, fidèle à l'image qu'il a toujours voulu offrir à son public. Sa disparition bouleverse profondément le monde du théâtre et du cinéma. Les artistes, les journalistes et les institutions culturelles rendent hommage à un créateur dont l'œuvre traverse les époques sans perdre son éclat. Les salles parisiennes résonnent encore de ses mots. Son influence perdure dans les dialogues modernes, dans la mise en scène et dans la manière de raconter le monde avec esprit et élégance. Son héritage demeure une source inépuisable d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à célébrer la beauté du langage et la profondeur du jeu. Numéro 8, Colette. Le 3 août 1954, après avoir pris un repas dont la préparation avait suscité des doutes chez sa gouvernante, elle ressent une douleur abdominale soudaine qui l'oblige à s'aliter. La fièvre monte rapidement, les troubles digestifs s'intensifient, et l'intoxication alimentaire fragilise un corps déjà marqué par des années de maladies chroniques. La maison de la rue de l'Université devient le théâtre silencieux de ces dernières heures, tandis que son entourage observe, avec inquiétude, l'affaiblissement progressif de l'écrivaine. Colette s'impose comme une des voix littéraires les plus puissantes du XXe siècle. Ses œuvres, imprégnées de sensibilité et d'observations fines, redéfinissent le roman autobiographique.
Claudine à l'école, Chérie, Le blé en herbe ou encore Gigi témoignent d'un talent singulier, où le réalisme sensuel se mêle à une profonde compréhension des relations humaines. Elle devient un symbole de liberté, d'indépendance et d'audace. Son style, vivant, charnel et lumineux, influence plusieurs générations d'auteurs et demeure une référence dans les études littéraires. Sa présence médiatique, son engagement pour la défense des femmes et son regard acéré sur la société renforcent son statut d'icône culturelle. Sa vie privée est marquée par de nombreuses épreuves et par une volonté farouche de s'affirmer. Enfance en Bourgogne, mariage précoce avec Willy qui signe d'abord ses œuvres, lutte pour récupérer son nom littéraire, divorce, remariage, conquête, scandale, succès inattendu. Elle vit la Première Guerre mondiale en tant que femme indépendante, dans un Paris bouleversé. Elle affronte la maladie, les difficultés financières et les critiques. Chaque étape façonne une personnalité résiliente, consciente de sa valeur et déterminée à vivre selon ses propres règles. Son parcours témoigne d'une rare capacité à transformer les obstacles en matière littéraire. Les dernières années de Colette sont marquées par un déclin physique important. Atteinte d'arthrite sévère, elle se déplace difficilement, travaille depuis son lit et dépend de l'aide quotidienne de ses proches. Malgré la douleur, elle continue d'écrire, dictant parfois ses textes. Le repas consommé en août provoque une réaction violente. La douleur abdominale, la fièvre et la confusion accentuent un état déjà fragile. Elle tente de rester consciente, observant sans doute la lumière de son appartement parisien avec la même précision qu'elle accordait aux détails de la nature dans ses romans. Sa disparition émeut profondément le monde littéraire. Les écrivains, les journalistes et les institutions culturelles saluent une figure majeure, une femme libre dont l'influence dépasse son époque. Les hommages rappellent son audace, son élégance et sa capacité à capturer la complexité des émotions humaines. Son héritage demeure celui d'une plume incomparable, dont la sincérité continue d'éclairer les lecteurs. Numéro 9. Pierre Balmain. Le 29 juin 1972, après avoir mangé un plat servi lors d'un déplacement professionnel, il ressent une vive douleur abdominale suivie de vertiges inquiétants. Il tente de poursuivre sa journée, mais la fièvre installe et l'intoxication alimentaire affaiblit rapidement son organisme. Ses collaborateurs, à bord rassurés par son calme habituel, comprennent en quelques heures que la situation est grave. Les médecins appelés sur place observent une dégradation brutale, marquant le début de la dernière lutte un homme dont la créativité avait marqué la haute couture parisienne. Pierre Balmain est l'une des grandes figures de la mode française du XXe siècle. Son talent pour sublimer la silhouette féminine, son sens du raffinement et sa maîtrise des lignes épurées en font un couturier admiré. Il fonde sa maison après la Seconde Guerre mondiale et s'impose immédiatement comme l'artisan d'une élégance nouvelle. Ses créations, portées par des actrices, des princesses et des personnalités du monde entier, célèbrent la féminité, la sophistication et la liberté. La maison Balmain devient synonyme de glamour parisien, de broderies somptueuses et de silhouettes sculptées. Son influence sur la couture et sur l'image de la femme moderne demeure l'une des plus profondes de son époque. Sa vie personnelle témoigne d'une détermination rare. Né en Savoie, il grandit dans un environnement modeste avant de rejoindre Paris pour suivre sa passion. Les débuts sont difficiles. Il enchaîne les collaborations, observe les ateliers et apprend chaque technique avec une précision méticuleuse. La guerre bouleverse ses projets, mais il se ressaisit rapidement et fonde sa propre maison malgré les incertitudes de l'époque. Son sens du travail, sa capacité à écouter les femmes et à comprendre leurs attentes façonnent son style. Les voyages, les rencontres internationales et les défis de la mode renforcent encore son ambition et élargissent son horizon artistique. Dans les dernières années de sa vie, Pierre Balmain montre des signes de fatigue. Les défilés successifs, les commandes privées et les exigences créatives, l'épuisent. Ses proches remarquent son souffle court, sa perte d'énergie et ses périodes de repos de plus en plus longues. Le repas consommé en juin provoque une réaction sévère. Les douleurs persistantes, la fièvre et l'affaiblissement général aggravent un état déjà fragile. Malgré l'attention des médecins, son corps peine à lutter contre l'intoxication. Sa disparition attriste profondément le monde de la mode. Les couturiers, les mannequins et les journalistes célèbre un maître de l'élégance dont le travail continue d'inspirer les générations actuelles. Son héritage demeure vivant dans chaque création raffinée, dans chaque silhouette qui cherche à allier beauté, force et délicatesse. Numéro 10. Maria Callas.
Le 6 septembre 1977, après avoir consommé un repas livré à son appartement parisien, elle ressent une forte douleur abdominale suivie de nausées persistantes. Elle tente de se reposer, pensant à une fatigue passagère, mais la fièvre s'installe. L'intoxication alimentaire fragilise un organisme déjà marqué par des années de surmenage. La journée avance, les symptômes s'aggravent et son entourage comprend que cet incident marque une étape décisive dans les dernières heures de la cantatrice. Maria Callas demeure une légende absolue de l'opéra. Sa voix, puissante et dramatique, bouleverse le public dès ses débuts. Elle redéfinit l'art lyrique par son jeu d'actrice, sa sensibilité et sa capacité à incarner les héroïnes tragiques. La Traviata, Norma, Tosca, Médéa, chacune de ses interprétations devient un événement. Elle impose un style unique, alliant virtuosité, émotion et intensité théâtrale. Pour les mélomanes du monde entier, son nom évoque une exigence artistique hors du commun. Elle devient une icône, capable de transformer chaque scène en moment inoubliable. Sa vie privée, marquée par des triomphes et des tourments, forge une personnalité complexe et attachante. Née à New York de parents immigrés grecs, elle connaît une enfance difficile, entre exigences familiales et manque de reconnaissance. Ses débuts en Italie révèlent un talent fulgurant, mais les tensions avec sa mère, les pressions du milieu musical et les sacrifices constants imposent une discipline de fer. Sa relation passionnée avec Aristote Onassis, ses déceptions sentimentales, les scandales médiatiques et les exigences du métier contribuent à forger un caractère sensible et parfois tourmenté. Chaque étape de sa vie nourrit son art et donne une profondeur unique à ses interprétations. Dans les dernières années de son existence, Maria Callas se retire peu à peu de la scène. La voix se fatigue, le corps s'affaiblit et la solitude s'installe dans son appartement de l'avenue Georges Mandel. Les répétitions deviennent rares, les déplacements plus difficiles. Ses proches remarquent une mélancolie persistante. Le repas consommé en septembre provoque une réaction sévère. La douleur abdominale, les vomissements et la fièvre accélèrent un déclin déjà perceptible. Malgré sa volonté de rester digne, elle ne parvient plus à retrouver l'énergie qu'il avait portée sur les plus grandes scènes du monde. Sa disparition bouleverse profondément le monde de l'opéra. Les artistes, les orchestres et les maisons de spectacle saluent une voix irremplaçable. Son héritage continue d'influencer les jeunes chanteurs et demeure, un des plus précieux du répertoire lyrique. Et vous, quel souvenir gardez-vous de cette voix qui a marqué l'histoire de la musique? Numéro 11, Michel Berger. Le 2 août 1992, après avoir partagé un repas rapidement préparé lors d'un séjour à Ramatuelle, il ressent une gêne abdominale soudaine qui l'oblige à interrompre sa répétition. La chaleur de l'été semble dès d'abord en être la cause, mais la douleur s'intensifie. La fièvre monte et les signes d'une intoxication alimentaire apparaissent. Son entourage remarque son visage pâle et son souffle court. L'incident marque le début d'une détérioration rapide. Dans un moment où l'artiste se trouvait pourtant en pleine préparation musicale. Michel Berger est considéré comme un des auteurs-compositeurs les plus influents de la chanson française. Son univers doux, poétique et profondément humain touche plusieurs générations. Ses mélodies reconnaissables entre toutes, son sens du rythme et sa capacité à faire vibrer les émotions ont marqué le paysage musical. Il compose pour lui-même, mais aussi pour d'immenses artistes comme France Gall, Johnny Hallyday ou Véronique Sanson. Ses œuvres, telles que La groupie du pianiste, Message personnel ou encore Starmania, révèlent un talent rare, mêlant sensibilité et modernité. Son nom devient synonyme d'élégance musicale, de profondeur et de générosité artistique. Sa vie personnelle est marquée par un parcours riche en défis, en passion et en rencontres déterminantes. Enfant timide, pianiste précoce, adolescent fasciné par la composition, il trouve dans la musique un refuge essentiel. Ses débuts sont faits d'essais, d'échecs et de réinventions permanentes. La rencontre avec France Gall marque un tournant décisif, tant sur le plan professionnel que personnel. Ensemble, ils construisent un univers artistique cohérent, chaleureux et profondément inspirant. Les joies de la famille, les épreuves intimes, les tensions du métier et la pression des tournées façonnent un homme sensible, discret et pleinement dévoué à son art. Les derniers mois de sa vie montrent un artiste épuisé par le travail et les responsabilités. L'écriture, les répétitions, les engagements médiatiques et les déplacements incessants affaiblissent peu à peu son organisme. Ses proches notent une fatigue inhabituelle, un essoufflement et une fragilité émotionnelle. Le repas consommé en août provoque une réaction violente.
La douleur abdominale, les vomissements et la fièvre se combinent à un état déjà affaibli. Malgré les soins prodigués, son corps peine à reprendre le dessus. Les heures qui suivent témoignent d'une lutte silencieuse et douloureuse. Sa disparition attriste profondément le monde de la musique. Les artistes, les journalistes et le public saluent un créateur exceptionnel dont la sincérité et la douceur continuent d'éclairer la chanson française. Son héritage demeure vivant dans chaque mélodie, chaque souvenir et chaque émotion qu'il a su offrir au public. Numéro 12, Dalida. Le 2 mai 1987, après avoir consommé un repas livré tard dans la soirée à son domicile parisien, elle ressent une lourdeur abdominale accompagnée d'une fatigue soudaine. Elle pense dès abord à l'épuisement, mais des nausées apparaissent. La douleur augmente, la fièvre s'installe et l'intoxication alimentaire fragilise un organisme marqué par des années de travail intense. La nuit se déroule dans un silence inquiet, tandis que son état se dégrade lentement, sans qu'Hélène en saisisse la gravité. Dalida demeure elle une des figures les plus lumineuses et les plus aimées de la chanson francophone. Sa voix chaude, capable de traverser les styles et les émotions, conquiert le monde entier. Bambino, Parole, Gigi El Amoroso, il venait d'avoir 18 ans, chacune de ses chansons porte une intensité rare et une sensibilité profonde. Sa présence scénique, son élégance naturelle et son charisme exceptionnel font d'elle artiste au rayonnement incomparable. Les salles se remplissent dès qu'elle apparaît. Elle devient une icône, un visage familier associé aux grandes années de la variété française et internationale. Sa vie personnelle est marquée par de nombreuses épreuves. Née au Caire au sein d'une famille d'origine italienne, elle connaît très tôt la rigueur d'une carrière artistique exigeante. Ses débuts dans les concours de beauté, son arrivée à Paris, sa formation vocale, tout cela demande des sacrifices immenses. Les drames familiaux, les pertes successives, les moments de doute, les voyages incessants forgent une personnalité sensible et courageuse. Elle affronte également les attentes du public, la pression médiatique et les défis d'une carrière mondiale. Ces expériences, parfois douloureuses, nourrissent son interprétation musicale et donnent à sa voix une profondeur singulière. Dans les dernières années de sa vie, Dalida vit une période de grande fatigue émotionnelle et physique. Les tournées la laissent épuisée. Les projets artistiques s'enchaînent. Ses proches remarquent un ralentissement dans sa démarche, une fragilité croissante et une mélancolie qui traverse son regard. Le repas consommé ce soir-là provoque une réaction violente. Les douleurs, les troubles digestifs et la fièvre accentuent un affaiblissement déjà présent. Malgré son désir de rester forte, son corps peine à se remettre de cet épisode. Sa disparition provoque une immense émotion dans le monde artistique. Les chanteurs, les compositeurs, les journalistes et les admirateurs saluent la mémoire d'un artiste unique dont la présence a marqué plusieurs générations. Son héritage survit dans ses chansons, dans les scènes qu'elle a illuminées et dans les souvenirs des millions de personnes qu'elle a touchées. Numéro 13. Patrick Dewaere. Le 16 juillet 1982, après avoir mangé un repas pris à la hâte dans son appartement parisien, il ressent une douleur abdominale soudaine accompagnée de vertiges. Il tente de se reposer, mais la fièvre apparaît rapidement. Les signes d'une intoxication alimentaire s'installent et affaiblissent un organisme déjà fatigué par un rythme de travail intense. Les heures qui suivent sont marquées par un malaise croissant, dans un silence lourd qui contraste avec l'énergie qu'il déployait habituellement au cinéma. Patrick Dewaere est l'un des acteurs les plus marquants du cinéma français. Sa capacité à incarner la fragilité, la violence intérieure et la sensibilité brute fait de lui une figure incontournable des années 70 et 80. Il explose dans les valseuses et confirme son talent dans des films comme Série Noire, Beau-père ou Préparez vos mouchoirs. Son jeu, à la fois instinctif et profondément émotionnel, bouleverse le public. Il devient un symbole de vérité, d'authenticité et de modernité à l'écran. Aucun artifice, aucune distance. Il offre son âme dans chaque rôle et marque durablement le cinéma français. Sa vie personnelle est marquée par une succession d'épreuves et de combats intérieurs. Enfance passée dans une famille d'artistes, début précoce, ascension fulgurante, pression du métier, relations tumultueuses, responsabilité familiale, moments de solitude. Il traverse des périodes de doute profond, cherche sa place dans un milieu exigeant et tente de concilier carrière, engagement et vie privée. Ses fragilités nourrissent la profondeur de son jeu. Il devient un acteur à vif, capable de révéler l'humanité la plus brute. Les épreuves qu'il affronte construisent un artiste intensément sensible, parfois tourmenté, toujours sincère.
Les derniers mois de sa vie témoignent d'une grande fatigue. Les tournages s'enchaînent, les déplacements l'épuisent, et son entourage remarque qu'il semble préoccupé. Son énergie vacille, sa voix se fait plus basse, ses gestes plus lents. Le repas consommé ce jour-là provoque une réaction sévère. La douleur, les nausées et la fièvre aggravent un état déjà fragile. Le corps lutte difficilement et l'artiste paraît dépassé par la violence du malaise. Cette intoxication achève de briser un équilibre intérieur déjà fragile. Sa disparition secoue profondément le milieu du cinéma. Les réalisateurs, les acteurs et les critiques saluent un talent rare, un interprète habité dont la présence continue d'inspirer les générations suivantes. Les hommages rappellent la puissance de son jeu, la sincérité de son regard et l'intensité de ses rôles. Son héritage reste vivant dans les films qu'il a illuminés et dans la mémoire de ceux qui admirent encore aujourd'hui cette voix singulière du cinéma français. Numéro 14. Jean Carmet. Le 20 avril 1994, après avoir partagé un repas préparé lors d'une rencontre amicale, il ressent une lourdeur abdominale suivie de nausées persistantes. Il pense dès abord à une simple indigestion, mais la douleur augmente. La fièvre apparaît, les vertiges s'accentuent, et les signes d'une intoxication alimentaire s'installent rapidement. Son entourage remarque son visage marqué et sa respiration courte. Cet incident, inattendu et fulgurant, devient le point de départ d'une dégradation qui surprend ceux qui le croyaient encore solide malgré les années. Jean Carmet est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma et du théâtre français. Sa capacité à passer du comique au dramatique, son jeu précis, son regard malicieux et sa voix immédiatement reconnaissable font de lui un artiste aimé du public. Il brille dans des films comme Dupont-la-Joie, Miss Mona, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou encore Germinal. Il incarne des personnages profondément humains, souvent modestes, parfois marginaux, toujours attachants. Son talent, mêlant finesse, humour et sensibilité, lui vaut l'admiration des réalisateurs et l'affection durable des spectateurs. Sa vie personnelle est celle d'un homme issu d'un milieu modeste, dont l'ambition et la passion pour la scène se révèlent très tôt. Enfance en Anjou, arrivée à Paris, début difficile, chômage, petits rôles, amitié fondatrice, tournée, rencontres décisives. Il traverse des périodes de doute, affronte les critiques, mais continue de croire en la force du métier d'acteur. Sa ténacité, sa générosité et son sens du travail forgent un artiste authentique. Il cultive une simplicité rare dans un milieu exigeant, ce qui le rend encore plus apprécié par ceux qui l'entourent. Dans les dernières années de sa vie, Jean Carmet montre des signes de fatigue. Les tournages l'épuisent davantage qu'auparavant. Ses proches remarquent un ralentissement dans ses gestes, un souffle plus court et un besoin de repos plus fréquent. Malgré cela, il continue de travailler avec la même passion. Le repas consommé en avril provoque une réaction sévère. Les douleurs, les troubles digestifs et la fièvre aggravent un état déjà affaibli. Les soins prodigués ne suffisent pas à enrayer la progression du malaise. Sa disparition émeut profondément le monde artistique. Les comédiens, les critiques, les réalisateurs et le public saluent un acteur d'une humanité exceptionnelle. Les hommages rappellent son humour tendre, son regard sincère et sa capacité unique à donner vie à des personnages ordinaires. Son héritage demeure intact, porté par une filmographie riche et par l'affection que lui portent encore des générations de spectateurs. Numéro 15. France Gall. Le 7 janvier 2018, après avoir consommé un repas qu'elle avait pris dans la discrétion la plus totale en raison de sa fatigue grandissante, elle ressent une douleur abdominale inattendue. La nausée apparaît, la fièvre s'installe et un malaise profond, oblige à s'allonger. L'intoxication alimentaire provoque une réaction violente dans un organisme déjà fragilisé par des mois de faiblesse. Les heures passent, la douleur augmente et ceux qui l'entourent comprennent que cet épisode marque un tournant irréversible dans ses dernières heures. France Gall reste l'une des figures les plus aimées de la chanson française. Dès sa jeunesse, elle conquiert le public grâce à sa fraîcheur, sa voix claire et son énergie solaire. Laisse tomber les filles, poupée de cire, poupée de son, Ella, résiste, chacune de ses chansons devient un hymne. Elle traverse les décennies sans perdre son éclat et transforme chaque mélodie en émotion pure. Son travail avec Michel Berger forme, un des couples artistiques les plus importants de la scène francophone. Elle devient un symbole de sincérité, de douceur et de force intérieure. Sa vie privée est marquée par des joies immenses, mais aussi par des épreuves profondes. Enfance parisienne,
Succès fulgurant, pression médiatique, transformation artistique aux côtés de Michel Berger, perte tragique de proches, combats intimes et résilience admirable. À chaque étape, elle puise dans la musique une manière de continuer, de respirer, de renaître. Sa bonté naturelle, son humilité et sa discrétion renforcent son lien avec un public qui la voit grandir, lutter et s'élever. Ses chansons deviennent des refuges émotionnels pour des générations entières. Dans les dernières années de sa vie, France Gall apparaît plus fragile. Les apparitions publiques se font rares, les déplacements plus difficiles, et son entourage témoigne d'une grande fatigue. Elle consacre son temps à sa famille, évite la lumière médiatique et cherche le calme. Le repas consommé ce jour de janvier provoque une réaction sévère. Les douleurs, la fièvre et l'affaiblissement généralisé révèlent un état déjà très fragile. Malgré les soins reçus, son corps peine à résister. Les heures suivantes marquent le dernier chapitre une existence consacrée à la musique et au partage. Sa disparition bouleverse profondément le monde artistique. Les chanteurs, les compositeurs, les journalistes et des milliers d'admirateurs saluent une artiste authentique, dont la voix accompagne encore aujourd'hui les moments forts de la vie de tant de personnes. Son héritage demeure vivant dans chaque refrain, chaque souvenir, chaque émotion qu'elle a su transmettre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Pour ne manquer aucune prochaine vidéo, pensez à vous abonner. À très bientôt et prenez soin de vous.